à fait habituel, puisque c'est mon sujet de thèse que j'aborde avec vous, pas spécifiquement la question des frontières, mais celle du Tour de France et sa géographie dans un ensemble. Pour me présenter très brièvement, et j'essaierai de ne pas trop déborder sur l'horaire parce que je suis capable de parler très longtemps sans qu'on m'arrête, je tiens très certainement ça de mon père qui rigolera à chaque fois que je dirai une bêtise. Donc, Antonin van der Straten, je suis doctorant au laboratoire Editem de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Et comme mon nom l'indique, je suis d'origine lorraine. Il ne l'indique pas du tout, mais bon, j'ai hérité de ce nom par mon flamand de père. Et je vais aborder avec vous la question de la transfrontaliérité, ce terme un peu barbare, hérité des travaux en border studies, en géographie, comme on les appelle, du Tour de France dans les Alpes. Et je vais commencer avec vous avec une première image. La carte du Tour de France 2024 qui, comme vous pouvez le constater, part d'Italie. Et dès la 4e étape, entre Pignerol, ici dans le Piémont italien, et Valloire, franchit la frontière franco-italienne. Et encore plus tard, la dernière étape, étonnamment, on n'a pas Paris, mais c'était à cause des Jeux Olympiques, on a délocalisé cette dernière étape à Nice, ici avec une autre étape transfrontalière alpine, puisque Monaco fait partie de la Convention alpine, je reviendrai un petit peu là-dessus après, une étape qui partait donc de Monaco pour arriver à Nice en contre-la-montre, environ 40 km, avec un autre franchissement de frontière. Et finalement, c'est ce franchissement de frontière qui arrive à 2 reprises dans ce Tour de France. Et je vais passer à la suite. Les Alpes, qui sont aussi omniprésents dans le tracé du Tour de France, et pas seulement, je vais remettre l'image d'avant, pas seulement cette année, avec une étape ici entre Pignerol et Valloire, une autre qui arrive à Super-Dévoluy dans le massif du Dévoluy dans les Hautes-Alpes, une autre à Barcelonnette, une avant-dernière à Isola 2000 dans les Alpes-Maritimes, et encore une entièrement les Alpes-Maritimes, avec l'arrivée au col de la Couillole et la dernière à Nice. Éminemment alpin, donc. Les Alpes, c'est un territoire central du Tour. Vous le voyez sur cette carte qui est tirée d'une planche que j'ai publiée dans l'Atlas des sports en ligne sur justement le parcours du Tour 2024 avec 4 départements alpins sur 7, si on compte le Var, les Alpes-Maritimes et les Alpes de Haute-Provence, qui sont visités en moyenne par le Tour de France tous les ans. Il y en a d'autres, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, mais je n'en parlerai pas ici. Et pour les locaux, le département des Vosges est autant traversé que le Cher. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Et pour revenir à notre carte de cette année. Ah ben non, c'est celle d'après. Autant pour moi. Donc, pour les Alpes, je reviendrai à la carte d'avant, après. Pour les Alpes, j'entends ici le périmètre de la Convention alpine. Bon, c'est une définition très réductrice, mais qui va grosso modo de Monaco à l'Autriche, Vienne, la Slovénie, et qui passe par le Liechtenstein, cette espèce de Monaco où il ne fait pas beau, avec une petite discontinuité entre Monaco et le début des Alpes-Maritimes. On ne le voit pas bien sur la carte, mais c'est en faisant mes propres cartes que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un petit décalage. Avec comme illustration une étape transfrontalière qui date de 2011 et sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, entre Gap et Pignerol, en passant par le col de Montgenèvre, que j'aborderai assez abondamment dans la demi-heure qui vient. Petite question, dans la salle, qui pense que cette tendance au franchissement des frontières, que ce soit dans les Alpes ou ailleurs, est quelque chose de récent dans le Tour de France? Juste en levant la main. Personne. Personne veut se mouiller ou tout le monde pense que... Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est ancien? Qui pense que c'est ancien? Les anciens. Les anciens qui regardent le Tour depuis 1948, par exemple. Retour sur notre carte de 2024. Les deux franchissements frontaliers que je vous ai évoqués précédemment. 2022, passage par la Suisse, Aigle, Châtel. On traverse les Alpes par le pas de Morgin. Bon, si on prend 2016, il y a encore un passage en Suisse. On va un peu plus loin, 2011. Encore un passage en Italie. Encore plus loin, 2009. Encore un passage en Suisse et en Italie, Verbier, Martigny,
le col du Grand Saint-Bernard, j'y reviendrai après. Encore un peu plus loin, tiens, le Tour de France 2008, Prato-Nevoso, Cuneo, avec même une journée de repos à l'étranger. Encore un peu plus loin, le Tour de France 2000 avec le passage, il est là, autant pour moi, Évian-Lausanne. On est dans les Alpes, même si on ne va pas trop en montagne. Encore un peu plus loin, 92, avec cette ignominie de Tour de France 92 avec 2 étapes de montagne. Et même le Tour de France 49. Donc finalement, ça donne une espèce de plat de pâte quelque part en France qui ressemble à ça sur 5 années. Un gros plat de pâte. Depuis les années 90, et pour aller dans le sens de tout le monde ici, effectivement, c'est quelque chose d'assez ancien. Ici, c'est à droite une carte des passages du Tour de France à l'étranger depuis 90, entre 90 et 2020. Donc 90-2020, 31 éditions. Les villes les plus traversées, bon, à part la France, vous avez la Belgique avec 15 passages à Liège depuis que le Tour est passé à Liège, 14 à Bruxelles, donc les Belges sont très friands du Tour de France. Je pense que j'en ai un peu hérité par mon flamand de père qui est en face de moi et qui dodeline. Monaco et Luxembourg 10 fois, mais aussi encore Genève en Suisse 9 fois. Donc on voit quand même une certaine tendance. Pour les grands départs, bon, ici j'y passerai pas énormément de temps, mais sur 37 éditions du Tour, il y a 20 grands départs à l'étranger, dont les plus septentrionaux qui ont à peine 10 ans, donc à Leeds en 2014 et Copenhague en 2022. Et ça donne au total 170 départs et arrivées du Tour de France à l'étranger, soit environ 5 par an, ce qui légitime finalement un petit peu le fait de se poser la question de pourquoi on franchit la frontière et surtout comment on la franchit, avec quelles infrastructures. Je vais commencer par un petit panorama des années 90. Franchir les frontières alpines dans les années 90 avec finalement une seule destination transalpine, c'est Sestrières, dans le Val de Suse, une station qui a 2000 mètres d'altitude, sans grand intérêt sportif, je me permets de le dire. Et dès 92, une étape qui part de Saint-Gervais-les-Bains, qui va jusqu'à Sestrières, en empruntant pour passer en Italie le col du Mont-Cenis, qui est ici, et pour repartir direction l'Alpe d'Huez, le col du Mont-Genèvre. En 96, l'étape devait partir de Val d'Isère, mais il faisait un temps tellement exécrable qu'ils sont montés dans les voitures, ils ont franchi l'Iseran, Télégraphe, Galibier, ils sont partis du Monétier-les-Bains, dans le Briançonnais, col de Mont-Genèvre, arrivé à Sestrières. Ça fait 46 km et c'est un Danois qui s'appelle Bjarne Riis qui avait gagné l'étape. C'est à peu près mon gabarit, donc je ne sais pas comment il a fait. Enfin, si maintenant on sait, mais il ne faut pas le dire. Le lendemain, l'étape partait de Turin et arrivait à Gap. Et ils ont à nouveau emprunté le col du Mont-Genèvre. Le col du Mont-Genèvre, c'est ça. C'est une espèce d'immense ligne droite avec des tunnels, des camions. Gardez-le en tête parce que ça va nous revenir un petit peu après. Bon, il y a cette étape assez anecdotique du Tour 2000 qui passe par Saint-Gingolph. Donc on repère 3 points de passage transfrontaliers. 2 en altitude, 1 en vallée. Au bord du lac, c'est pas vraiment une vallée, mais on est au bord du lac, on est en bas en altitude, on est à peu près 400 mètres. Et très peu de variabilité géographique. 2 points de passage en altitude, c'est assez peu. Parce que sur l'intégralité des Alpes françaises, entre la Suisse et l'Italie, sans revenir sur ce côté-là de la frontière, hein, ni Monaco, parce qu'il y a plusieurs points de passage, vous avez 15 points de passage transfrontaliers. Là, le Tour en emprunte 3. Et parmi ces 15-là, il y a 2 tunnels, le Mont Blanc et le Fréjus. Donc ça réduit aussi la voilure. Donc on va prendre 3 sur 13. Si on prend un petit peu plus tard, parce que même 99, on reprend Mont-Cenis, Mont-Genèvre, donc il n'y a pas vraiment de grand intérêt. Et ça, c'est induit par une chose, le fait qu'on choisisse les villes-étapes avant le tracé. Ici, c'est Sestrières et Turin. Donc forcément, ça réduit la voilure pour choisir les points de passage. Si on va plus au sud, il y a d'autres points de passage plus intéressants d'un point de vue sportif, mais ça rallonge considérablement les étapes. Ce qu'on voit après 2008, parce qu'entre 2000 et 2008, il n'y a pas de passage de l'autre côté de la frontière de ce point de vue-là. Ici, et c'est juste derrière moi, je sais pas, je vais m'enlever parce que sinon vous n'allez pas le voir, on voit un petit peu plus de variabilité géographique avec Saint-Gingolph qui est complètement oublié et des étapes beaucoup plus éclatées géographiquement qui vont beaucoup plus loin. Le col de la Lombarde qui est franchi une fois, même s'il y a eu des étapes à Isola 2000, ce qui fait qu'on a réduit un petit peu le col de la Lombarde à la station. Le col Agnel qui apparaît en 2008, alors qu'il ne devait même pas y être. On devait passer par le col de l'Arche, qui est par ici. Là. Et à cause d'éboulement, l'étape a été modifiée. Et le lendemain, ils sont passés à la Lombarde. Et on est revenu au col Agnel ensuite. Il y a eu de nouveau le col de Mont-Genèvre, mais vous remarquez quand même que le col du Mont-Cenis n'est plus là.
Il y a eu même une étape en 2009 qui partait de Suisse pour arriver en France en passant par l'Italie. Ici, col du Grand Saint-Bernard, col du Petit Saint-Bernard. C'est des cols qui sont beaucoup moins empruntés par le Tour. La Lombarde, une seule fois. Le col Agnel, 2 fois. Pour les autres, j'ai pas trop les chiffres. Pas de Morgien, c'est pas très marqué non plus. Mais ici, comptez le nombre de points de passage. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y en avait 13. On en avait 3 sur la période d'avant. Ici, on en a 7. On a aussi Beau Soleil ici en bas du côté de Monaco. Mais bon, on ne va pas le compter ici parce qu'il y en a beaucoup des points de passage à Monaco. Donc on en compte 6 entre la France et un autre pays. 8 au total si on compte Monaco et 9 avec le Grand Saint-Bernard. Sur les 13. Donc il y a beaucoup plus de points de passage qui sont empruntés. Ici, c'est dans une logique beaucoup plus sportive. Le col Agnel qui est ici, qui fait la frontière entre la France et l'Italie, moi j'ose pas, hein, c'est trop dur. Je suis trop gros. Les autres, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais ils sont loin, donc j'y vais moins. Je vous ai apporté ici 2 petits panneaux. Bon, le jaune a beaucoup d'éteint parce qu'il est sur la fenêtre de ma voiture, donc il prend le soleil. Normalement, il est beaucoup plus fluo, on le voit vachement mieux. C'est l'itinéraire course. Bon, ici, c'est le Critérium du Dauphiné, mais c'est la même boîte, donc ça ne change rien. Et ici, je l'ai honteusement volé à Saint-Jean-de-Maurienne, le panneau de l'itinéraire hors course. L'itinéraire hors course, c'est l'itinéraire qui est emprunté par les bus des équipes, les journalistes qui partent après le départ et tout un tas d'autres véhicules qui n'ont pas le droit d'être présents sur l'échelon course, donc des sponsors, des invités et toutes ces personnes-là. Par où passe l'itinéraire hors course, à votre avis? Ouais. Exactement, des routes que l'itinéraire course n'emprunte pas. Pourquoi? Parce que même si c'est très à la mode en ce moment, on ne peut pas faire rouler les bus sur les vélos. Petit exemple, Tour de France 2024, étape qui part de Pignerol côté italien, qui arrive à Valloire, c'est très récent. L'étape prend le col du Montgenèvre, décidément, encore lui. Mais pour retrouver Valloire, on va contourner, descendre sur Turin, remonter dans le Val de Suse, emprunter le tunnel du Fréjus, et monter à Valloire par le col du Télégraphe. Donc on a une différenciation des itinéraires parce que de toute façon, les 2 itinéraires ne peuvent pas se superposer. Ou alors à la marge, seulement sur quelques kilomètres à la fin, si vraiment on n'a pas le choix. Parce que le gabarit des bus ne permet pas de passer au même endroit que les coureurs. Un peu plus loin, je vous ai parlé de l'étape tout à l'heure de 2011, qui partait de Gap et qui allait jusqu'à Pignerol, décidément Pignerol, encore eux, qui passe aussi par le col du Montgenèvre. Col du Montgenèvre, gardez-le en tête toujours. C'est cet immense paravalanche, cet immense tunnel immonde là, c'est très très large. C'est plus large que les avenues du centre-ville de Saint-Dié. Et ici, en l'occurrence, le col du Montgenèvre, c'est un potentiel itinéraire hors course. Vous le verrez après. Et là, par où passe l'étape? L'étape de Gap jusqu'à Pignerol, elle prend littéralement la nationale, Briançon, col du Montgenèvre, Sestrières, descente, côte de Pramartino, Pignerol. C'est littéralement un itinéraire potentiel hors course. Sauf que c'est pas possible. Donc l'itinéraire hors course va prendre par la vallée de l'Ubaye, par Josier, Barcelonnette, Josier, col de l'Arche, que je vous ai mentionné tout à l'heure, qui lui est vraiment dimensionné pour les camions, qui est fait pour ça, descente jusqu'à Borgo San Dalmazzo, Cuneo, et remontée ensuite vers Turin, puis Pinerolo. Ça fait un détour de plus de 130 km, quand même. Et ce franchissement de frontière, il n'est pas systématique uniquement quand la course passe de l'autre côté de la frontière. Il est aussi effectif quand une étape passe de la Savoie aux Hautes-Alpes ou inversement. Pourquoi? Ici, je vous ai cartographié 2 étapes, Embrun-Valloire 2019 et Albertville-Col du Granon 2022. Les 2 ont pour point commun d'emprunter le col du Galibier, ici matérialisé en bleu. Pour emprunter le col du Galibier, il n'y a que les vélos et les voitures, les véhicules légers qui peuvent monter. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez au col du Galibier, interdit aux 3,5 tonnes. Et en plus, il y a les cyclistes. Donc même si l'itinéraire hors course pouvait passer par là, il ne le ferait pas. Dans le cas de l'étape de Embrun-Valloire, il y a une autre solution, c'est on continue ici jusqu'à Briançon, on remonte
le Lautaret, on descend sur Grenoble, on remonte jusqu'à Albertville et on remonte la Maurienne. Ça fait à peu près 300 km. Là, on en a à peu près 155. Simple ou double. Et c'est exactement la même logique ici, Albertville, Grenoble, Lautaret et la zone technique qui était à Briançon. Pas au sommet du Granon pour des logiques environnementales. Quel point commun on a entre ces deux cartes? Col du Mont-Genèvre, tunnel du Fréjus. Donc on évite les rallongements de trajet et on a cet effet d'espacement de la frontière d'un point de vue logistique. Et c'est systématiquement le cas quand le Tour passe des Hautes-Alpes à la Savoie, parce que de toute façon, il y a un seul point de passage, c'est le Galibier. Ces facilités logistiques, on va me remettre ma petite photo là, hop, 3,5 tonnes, que moi j'ai pas le droit de passer. On la retrouve ici dans le cas de l'arrivée au Galibier en 2011. L'arrivée au Galibier en 2011 avec une zone technique en haut, au sommet. Oui, oui papa, on y était. J'avais 15 ans. Je m'en souviens très bien. Certainement mieux que toi. Une deuxième zone technique au tunnel du Galibier et une troisième au col du Lautaret. Et tous ces petits pictogrammes ici, là, ça signifie que la presse, les équipes et tout un tas d'autres véhicules étaient stationnés au Lautaret. Problème, le lendemain, l'étape partait de Modane, tout en haut de la Maurienne. Un endroit, n'y allez pas la nuit, quoi. Hein. Enfin, si vous pouvez, mais à vos risques et périls. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Souvenez-vous de la photo d'avant, Galibier, 3,5 tonnes. Mais il y a aussi la question des hôtels. Comment on facilite la gestion des hôtels? Les bus, de toute façon, ils sont là. Ils sont là, dans la montée. Ils ne peuvent pas passer là, et le départ est ici. Donc tous les hôtels ont été réservés par les équipes sur conseil très avisé d'ASO, l'organisateur du Tour, au Monétier, à Serre-Chevalier, à Briançon et à Bardonnèche, côté italien. Donc là, on retrouve cet effet transfrontalier avec tous les hôtels qui ont été mis sur le versant des Hautes-Alpes, voire le versant italien, pour rejoindre ensuite Modane par le tunnel du Fréjus. Finalement, vous voyez ce Val de Suse là, Val de Suse, Sestrières. Le traité d'Utrecht de 1713 a dit que ça ne pouvait plus être français. Moi, je pense qu'on pourrait proposer une nouvelle annexion, mais c'est juste symbolique et c'est juste pour le Tour de France. Hein. Cet aspect de frontière utilitaire, il est permis notamment par les traités européens et par l'espace Schengen, avec cet effacement de frontières qu'on connaît et cette perméabilité des frontières à l'œuvre dans l'Union européenne. Il y a d'autres cas de passage de frontières un petit peu plus cocasses dans le cas du Tour. Et je vous propose de faire un petit voyage en 2016 avec une étape qui se déroulait entièrement en Suisse entre Berne et le barrage d'Émossons à Fin-Haut, que vous voyez ici, le barrage d'Émossons avec le barrage du Vieil Émosson qui est un petit peu plus haut. Et si vous regardez la photo que j'ai mise en haut à droite, vous avez les bus des équipes. Et si on regarde ici le plan qui est tiré du roadbook du Tour de France, en jaune, là, on a les équipes qui sont littéralement sur le barrage. Comment ils font demi-tour? C'est bien, balance mes trucs anglais-distes. Eh bien, ils ne peuvent pas faire demi-tour. Ils ne peuvent pas faire demi-tour parce qu'il n'y a pas la place. Ils auraient pu faire descendre les bus à reculons, mais ce n'est pas forcément l'objectif le plus safe si on veut avoir tout le monde vivant le lendemain au départ à Sallanches. En l'occurrence, vous voyez ici les zones techniques, c'est-à-dire que les bus ici ne peuvent pas faire demi-tour, ils ne peuvent pas retrouver les plateformes où ils auraient pu faire demi-tour. Du coup, on va utiliser les tunnels du chantier de Nant-de-Drance qui passent littéralement sous le barrage. C'est cartographié nulle part, il n'y a pas de cartographie officielle. Les seuls à l'avoir cartographié, c'est Nant-de-Drance, le chantier, l'opérateur de travaux, les Suisses. L'IGN français ne l'a pas cartographié et les Suisses non plus. C'est-à-dire que les seuls à l'avoir cartographié pour le grand public, c'est ASO. Je ne saurais même pas vous dire si cet itinéraire est réel ou pas. Mais
admettons, on passe le barrage, on continue dans la montagne. Ici, l'entrée, je ne saurais pas vous dire exactement où elle est, j'ai supputé en regardant plusieurs cartes. Mais si elle va là, si elle est là, l'entrée, et qu'on doit sortir au Châtelard obligatoirement, le tunnel, comme le disent les Valaisans, il passe forcément sous le territoire français. Et donc ça donne quelque chose d'un petit peu particulier, avec une espèce de mobilité dérogatoire et une transfrontaliérité, encore ce terme un peu barbare, souterraine, ce qui est quand même assez inhabituel. Sauf si on prend les tunnels qu'on connaît, Mont-Blanc et Fréjus. Donc finalement, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est qu'il y a une affirmation des fonctions habituelles des infrastructures, que ce soit les tunnels ou les cols de montagne, alors que finalement, quand on regarde, et ici on en a un bel exemple, l'aménagement des villes-étapes du Tour de France, que ce soit ici en Suisse ou partout ailleurs, on est plutôt dans l'adaptation avec des sites qui sont réutilisés pour une fonction qui est différente de celle qui est habituellement la leur. Par exemple, à Cauterets, dans les Pyrénées, vous avez le parking de la patinoire qui a été utilisé pour installer le village des invités, par exemple. Et ça, c'est le cas un peu partout dans les villages du Tour installés chaque année. Et bon, on dit le Tour de France fait pas trop le Tour de France, il passe en Italie, c'est pas le Tour de France, mais les Italiens font exactement la même chose que nous. Le Giro 2018 est parti d'Israël, comme quoi tout est possible. Et ici, en 2013, Cesana Torinese, on est à côté de Pignerol, on arrive aux Granges du Galibier et on fait plus de la moitié de l'étape. C'est 95 km à peu près en France. 2016, pareil, Col Agnel, et toute la fin de l'étape est en France. Et là, c'est encore plus grandiose, c'est l'étape qui suit. Départ de Guillestre, on est dans les Hautes-Alpes. Col de Vars, col de la Bonnette, rien que ça, 2715 mètres d'altitude. Ils n'allaient pas jusqu'à la cime comme cette année. Ils redescendaient dans la Vallée Latinée, col de la Lombarde, et ils arrivaient seulement après 15 km en Italie, au monastère de Sant'Anna di Vignadio. Et que ce soit acceptable ou pas, dans les enquêtes que j'ai menées jusqu'à maintenant, j'ai pu en faire cette pyramide où plus vous allez vers le haut, moins ce passage à l'étranger est acceptable. Il y en a qui disent c'est pas le Tour d'Europe, on perd un peu le charme français, machin, oui. Il y en a d'autres qui ont des phrases beaucoup plus rigolotes. L'Europe, c'est la France napoléonienne. Mais ça permet aussi de nouvelles ambiances, de la ferveur, c'est un ambassadeur de la francophonie, c'est un partage du patrimoine français. Donc finalement, c'est tout autant acceptable que c'est inacceptable. Parce que de toute façon, c'est un acteur privé qui génère le Tour de France et qui continuera d'aller à l'étranger parce qu'il y a intérêt. Que ce soit en termes d'image ou en termes financiers, bien évidemment. Parce que les étrangers payent beaucoup plus cher que nous. Et pour finir, si vous avez un téléphone, vous allez pouvoir scanner ce QR code, je vais m'enlever, et vous allez pouvoir participer à ma thèse. Vous allez avoir une petite image qui va se... Non mais toi tu l'as déjà rempli, toi. Une petite page qui va s'ouvrir, vous aurez le droit de le faire en 7 langues, c'est merveilleux, je l'ai même traduit en grec, comme quoi tout est possible. Et pour les plus motivés d'entre vous, vous pourrez revenir m'écouter si ça vous intéresse à Annecy, à Chambéry, à Thonon-les-Bains, à Faverges et à Bourg-Saint-Maurice avec Camille Giraud qui est ici présent, qui est mon co-directeur de thèse. Tu peux lever la main, Camille. Bonjour Camille. Voilà. Avec qui on parlera de tourisme et d'environnement. Et je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas toi. Je ne sais pas combien de temps on a. Bon, a priori, on a 20 minutes de questions, alors tout est possible. Des motivés de la question, des interrogations, des remarques. Je suis preneur. Non, mais pas toi, pas toi. Oui, certainement, oui. Oui.
Alors, je ne pourrais pas vous répondre très précisément, mais par exemple, je sais que les Suisses ont été friands du Tour de France avant les autres à l'étranger, même si en 1907, quand Metz était encore allemande, c'était la première étape à l'étranger du Tour de France. Mais en fait, au-delà de la variation entre les relations entre pays, c'est surtout une volonté de montrer les limites idéales du parcours. Qui permet de dessiner les limites du tour. Et pour ça, je vous renvoie aux travaux d'historiens qui ont très certainement appuyé la question. C'est Pierre Lagrue et Sandrine Violet qui ont travaillé là-dessus de manière un petit peu plus poussée. Mais pour avoir aussi moi-même interrogé des acteurs suisses, des Valaisans, ils sont beaucoup plus ouverts que des pays transfrontaliers qui seraient dans l'Union européenne. Les Andorrans aussi, par exemple. Ouais. Je pense que c'est le sport qui les motive beaucoup plus qu'autre chose. Moi, quand il m'en parle du Tour, c'est un ambassadeur de francophonie. Alors, il y a peut-être ça aussi qui joue beaucoup. Et un gros plus en termes d'image. Et les Suisses sont très friands d'images. Je crois qu'il y a une conférence ce week-end sur la Suisse est-elle une marque. Je pense qu'on est en plein dedans. J'ai vu une main se lever au fond. Alors, c'est très difficilement quantifiable, mais j'ai quelques données assez évocatrices. Par exemple, dans les Hautes-Pyrénées, j'ai rencontré un acteur du territoire là-bas qui me disait que sa pire saison touristique depuis 30 ans, c'était 92, quand le Tour n'y est pas passé. Et dans le guide du tourisme, enfin le bilan touristique du département, par exemple, on a un graphique du nombre de nuitées avec le pic de nuitées annuel dans les Hautes-Pyrénées qui se situe autour du Tour de France sur 3-4 jours avant, 3-4 jours après. De la même manière, à Rocamadour, en 2022, vous aviez un contre-la-montre qui arrivait la veille de l'arrivée à Paris. La journée a été assez moyenne. Rocamadour, en moyenne, c'est entre 19 et 21 000 visiteurs par jour en été. Le jour du Tour, c'était entre 14 et 15 000, mais tout le reste de l'année, ils ont oscillé entre 23 et 30 000. Donc c'est un accélérateur sur le reste de la saison. Et après, en termes de remplissage des nuitées, c'est assez difficilement quantifiable parce qu'il y a un effet Tour de France le jour avant, le jour après. Mais après, on ne sait pas vraiment si les gens viennent parce qu'ils l'ont vu à la télé ou parce qu'ils avaient envie de venir là avant. Ouais, et c'est quelque chose qui est observé aussi par pas mal d'élus ici, que ce soit en Haute-Saône ou du côté du Markstein par exemple, où depuis 2012 et la première arrivée à la planche des belles filles, les Hauts-Saunois dans cette vallée du Rhin qui est un peu sinistrée ont vu de plus en plus de cyclistes monter à la planche des belles filles, alors que dans les années 2000 c'était vraiment des locaux qui allaient là-haut, et le fait que les routes soient refaites souvent avant, même si ce n'est pas un lien direct, hein, c'est un accélérateur de travaux sur des routes qui sont prévues au renouvellement initialement, ça joue aussi énormément. Au Markstein, par exemple, vous avez une voie verte qui a ouvert juste entre Gaïsouz et le col du Hag, et c'est le rêve des locaux que de faire monter le Tour par là. Donc il y a aussi ce côté-là. C'est la route du Tour, et les gens du nord de l'Europe viennent plus facilement dans les Vosges parce que c'est beaucoup plus proche pour eux que les Pyrénées ou les Alpes. Très certainement, mais je ne saurais pas vous répondre. Certainement dans les années 40-50, les premiers passages, par exemple la première étape transfrontalière avec l'Italie,
D'un point de vue alpin, il y en avait déjà eu avant en 48, mais en 49 par exemple, Briançon à Aoste, par Montgenèvre, Montcenis, Iseran, Petit-Saint-Bernard, je pense que les cols au-dessus de 2000 n'étaient pas forcément dans un état remarquable. Oui. Beaucoup plus à l'étranger qu'en France. En réalité, même si bon, Sestrières, je n'y suis pas allé, mais par exemple, je suis allé en Andorre, où j'ai passé 4 jours en Andorre, où à chaque fois que le Tour de France est passé à un endroit, il y a un autocollant pour dire le Tour est passé là. Alors que vous allez à Bagnères de Luchon, qui est la quatrième ville la plus traversée, enfin visitée en termes de ville-étape par le Tour, vous n'avez rien. Rien du tout. Alors que vous faites 5 km dans le col de Perresourde et vous avez des décorations partout. Mais c'est aussi la différence entre les décorations officielles et les décorations plus ponctuelles des habitants. C'est complètement officiel. Vous avez même des selfies, des propositions de selfies avec le logo du Tour de France, le logo le panneau du col. Ouais, ouais, c'est très institutionnalisé. Complètement. Il y a des endroits où on sait très bien que le tour n'ira pas. Et la contrainte pour le barrage des Mossons, par exemple, c'était de pouvoir redescendre sans faire demi-tour. Donc sans le chantier de Nantes-de-Drance, le tour ne serait jamais arrivé au barrage des Mossons. Et il y a d'autres endroits où on fait un peu fi de la logistique. De là à dire que le tour peut aller partout, n'importe où, quand il veut, c'est plus compliqué. Mais la logistique et la dissociation des zones techniques, comme c'est le cas sur le Galibier 2011 ou plus récemment au Granon, ou au Puy-de-Dôme l'année dernière, où il n'y avait quasiment rien sur le sommet du Puy-de-Dôme, permet aussi d'aller dans des endroits plus compliqués d'accès et plus difficilement adaptables à la logistique du Tour, qui demande quand même théoriquement sur un site arrivé 7 hectares de terrain. Transfrontalière et pas que transfrontalière. Si vous prenez la carte du Tour 2024, il n'y a plus d'avions. Il n'y a pas d'avion. Les transferts ont été considérablement réduits sur les dernières éditions, bon, à part Copenhague 2022 où on impliquait l'avion en partant du Danemark. Mais effectivement, on voit des villes qui sont moins habituelles sur le tracé du Tour, justement parce qu'il y a beaucoup moins de transferts et que la logistique du Tour s'accommode d'espaces beaucoup plus petits qu'auparavant. Avant 2016, par exemple, quand c'était Jean-Louis Pagès qui était à la charge des zones techniques d'arrivée, on ne dissociait quasiment jamais les zones techniques, ce qui impliquait d'avoir des espaces libres beaucoup plus grands en centre-ville, voire à l'extérieur des villes, alors qu'aujourd'hui, avec Stéphane Bourry, la logistique peut être beaucoup plus dématérialisée et beaucoup plus dissociée dans l'espace. Donc forcément, il y a des villes, là vous prenez Évaux-les-Bains, dans la Creuse, il y a 20 ans, vous n'auriez pas fait d'étape là-bas. C'est un peu le cas aussi sur Gruissant. Bon, après, c'est des villes départ, donc c'est plus compliqué. Enfin, c'est plus évident, mais Colombey les deux églises, par exemple, il y a 25 ans, Général de Gaulle ou pas Tour de France, quoi. Et même plus anciennement. Hein. Alors, en l'occurrence, c'est le département. C'est le département de la Haute-Marne qui a porté le projet en partenariat avec le maire. Mais c'est souvent des élus avec ce qu'on appelle des synergies verticales. Donc ça part de la base, les maires, pour aller jusqu'aux intercos, les départements et très rarement les régions. Par exemple, là, oui, c'est Colombey, c'est le bon exemple, un département, interco et la commune en plus. Oui. C'est du moins l'objectif d'ASO que de faire grandir le tour féminin, au moins en durée.
Mais la logique d'installation logistique du tour aujourd'hui, c'est de justement ne pas le faire grossir. Le tour femme s'accommode d'espaces beaucoup plus restreints parce qu'il n'y a pas 7 hectares de terrain comme besoin. Le tour femme, par exemple, vous pouvez faire une arrivée à Saint-Dié, c'est un peu plus compliqué pour le tour homme, même s'il y a eu un départ. Mais vous pouvez aussi faire une arrivée à Rossheim, à Bar-sur-Aube, à Mauriac dans le Cantal. C'est bien la preuve qu'on peut aller un peu partout. Mais à terme, le Tour de France Femmes fera certainement 2 semaines avec une journée de repos, alors qu'aujourd'hui il fait 8 ou 9 étapes. Mais de toute façon, il ne sera pas aussi imposant spatialement en termes logistiques que le Tour Homme. Du moins, c'est pas ce que ASO souhaite. Alors, c'est le 29 octobre au Palais des Congrès. Vous pouvez me laisser votre adresse mail, je vous enverrai des infos. Mais non, je ne l'ai pas en avant-première, parce que je ne travaille pas pour ASO. Ça me permet de dire du mal d'eux quand ils font quelque chose de travers. Je le fais assez peu, parce que généralement, ils sont assez clean. Enfin, du moins, avec moi, ils sont clean. Donc, je ne vais pas leur tirer dans les pattes. Mais non, j'ai quelques infos qui viennent des collectivités locales, mais je n'ai pas le droit de le dire. Complètement. Une ville départ, on peut s'accommoder d'espaces beaucoup plus petits. Et en termes de cheminement des coureurs et des voitures, la ville départ va être beaucoup plus linéaire. Vous allez avoir un cheminement qui va se faire dans la ville, avec le podium, les bus, la ligne d'arrivée, alors que la ville arrivée, justement, va être beaucoup plus compacte, avec des flux beaucoup plus sortants et moins contrôlés. Ouais. Alors, pour la demande, oui, il y en a, mais ASO n'a pas vocation à faire en sorte que ce soit abouti, si vous voulez. Les panneaux ville à vélo du Tour de France, c'est pour récompenser finalement les collectivités sur leur effort à encourager la pratique du vélo, que ce soit au quotidien ou de manière générale sportive. À Lure, effectivement, il y a un panneau ville à vélo du Tour de France avec un vélo. C'est vraiment le strict minimum. Ça veut dire qu'il y a une bande cyclable sur la rue principale. Mais si vous allez à Méribel, quand vous arrivez panneau commune des Alus, vous avez une ville à vélo du Tour de France, 3 vélos. Mais il y a 3 vélos parce qu'il y a juste la piste cyclable du col de la Lose. C'est-à-dire que effectivement, le vélo du quotidien au col de la Lose, c'est un petit peu compliqué. Surtout parce que bon, il est ouvert du 15 juin au 15 octobre, grosso modo. Donc vélo du quotidien, on repassera. Et puis parce que moi, je l'ai jamais monté parce qu'il me fait peur. Donc voilà, c'est pas tout à fait le vélo du quotidien. Mais effectivement, c'est quelque chose à questionner. Moi, je n'aurais pas la réponse du pourquoi ils mettent ces panneaux-là. C'est juste parce que ça fait bien à l'entrée d'une ville d'avoir un panneau Tour de France, quoi. Mais ouais, sinon, c'est plutôt les départements qui mettent à l'œuvre les politiques cyclo. Surtout chez les voisins, les Hauts-Saunois font beaucoup ça. La Corrèze le fait beaucoup, la Haute-Saône le fait beaucoup, et le l'Ain. Mais c'est le département qui porte plus qu'ASO. ASO, ils sont là pour dire c'est bien, vous avez fait du bon travail. Que c'est un acteur privé, il n'a pas vocation à créer de l'aménagement. Oui.
D'abord, ça a été de questionner le pourquoi on dit le Tour ne fait plus le tour de la France. Ça a été le premier questionnement, et Camille, qui est juste derrière vous, pourra vous dire la même chose que moi. Et ensuite, ça a été l'entrée politique publique. Pourquoi on fait venir le Tour? Qu'est-ce qu'on a comme intérêt à le faire venir? Et maintenant, j'essaye d'aller un peu plus loin sur justement cette question logistique, aménagement, comment on adapte la ville au Tour de France. Et là, par exemple, sur les voies de communication qui sont utilisées, il y a plein de métaphores qui peuvent s'offrir à nous, hein. C'est les véhicules légers dans la vallée, en altitude, les camions dans la vallée. C'est aussi un peu une allégorie du sport cycliste avec les gros dans la vallée, les grimpeurs en haut. Moi, je reste en bas, même si bon, voilà, on a toujours un petit peu l'ivresse des sommets. Et j'essaye de. Je vois mon père qui rigole et qui se moque de moi, c'est bien, bravo. De la bienveillance, c'est super. Euh, non, mais pour un cycliste, je suis gros, je fais 85 kilos, donc pour un cycliste, ouais, non, je suis handballeur, moi, je suis pas cycliste. Mais non, sinon, pour finir de répondre à votre question, et vous irez vous en prendre à mon père si je réponds pas correctement à la question. Il est barbu, il a un pantalon jaune, vous risquez pas de le rater. Euh, je travaille beaucoup justement sur cette adaptation d'aménagement et sur les perceptions. Comment le non-lieu, la planche de Belleville par exemple, typiquement, devient un lieu. Qu'est-ce que ça implique d'un point de vue symbolique? On parle souvent Tourmalet, Galibier, Izoard. À l'origine, c'est juste des noms sur une carte et c'est des passages quasiment inaccessibles pour le commun des mortels. Aujourd'hui, c'est un Graal pour un cycliste qui vient d'ailleurs que de sa vallée. Donc voilà, c'est de gratter un petit peu la symbolique, l'aménagement et toujours autant les politiques publiques. La question environnementale aussi un petit peu, mais moins, parce qu'elle est induite. Oui. Mais il y a des villes qui l'ont eu, qui n'en veulent plus. Strasbourg, par exemple, Lyon, mais pour d'autres raisons. Et puis il y a des villes qui n'ont plus été traversées depuis 70 ans, peut-être parce qu'elles ne candidatent pas, ou alors parce qu'elles sont absolument inintéressantes pour le parcours. Euh, Évreux, Niort, c'est des villes. Montluçon, on y passe très souvent à Montluçon, et pourtant il n'y a rien à Montluçon. Euh, donc voilà, il y a des villes qui sont ignorées copieusement, mais pourquoi? Il y a 300 candidats par an, il y en a forcément 255 qui sont ignorés. Donc Saint-Dié a eu de la chance ces dernières années. J'ai vu un autre bras au fond là-bas. Alors pourquoi on ne peut plus monter au Puy-de-Dôme? Parce que c'est une voie d'assistance au train à crémaillère qui monte au sommet. Le Tour de France a pu y monter parce qu'il y a eu une grosse volonté territoriale euh, de faire revenir le Tour au Puy-de-Dôme avec tout un tas d'aménagements particuliers. À un moment, il y a un passage à niveau. Ils ont été obligés de mettre de quoi stabiliser le passage à niveau pour permettre le passage des coureurs. Et ça demande énormément d'investissements, pas forcément financiers, mais humains, pour pouvoir permettre au Tour de monter là-haut. Mais en fait, c'est juste que la route est beaucoup trop étroite et on ne peut pas faire monter les spectateurs non plus. Parce qu'en haut, vous êtes sur un grand site de France, site classé. Donc les spectateurs étant pas forcément les personnes euh, les plus disciplinées en termes de déchets, font que c'est très difficile d'arriver dans ce type d'endroit. Voilà. Non, personne ne peut monter là-haut. Alors qu'à la planche des belles filles, vous pouvez monter n'importe quand. Bon, c'est pas le même temps, hein, mais oui. Euh, alors, alors ça, bah, si on prend la petite image que je vous ai mise tout à l'heure, là, alors conforter le sentiment national, c'est peut-être un grand mot, mais disons que c'est une, voilà, ici là, c'est quelque chose
c'est une fierté nationale. Après, de là à exacerber un sentiment national, je ne saurais pas vous dire. Il y a des historiens qui ont travaillé dessus, Anne-Marie Thiès par exemple, qui dit que ça a permis de forger l'identité nationale. Mais d'un autre côté, vous avez Georges Vigarello qui dit que c'est un lien entre les peuples, que ce soit les différents peuples de France, si tant est qu'on puisse dire qu'il y en ait plusieurs, et les peuples étrangers. Donc le lien avec le Tour de France par deux enfants, il est pas évident, mais on peut en faire des parallèles de manière assez lointaine. Ouais. Peut-être une toute dernière si quelqu'un a une question. C'est très bien, on est très discipliné, il est 14h45. Je vous remercie.